Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le 28 avril 1983, le journal allemand Stern fait une révélation qui va faire les titres à la une dans le monde entier. On a retrouvé les journaux intimes d'Adolf Hitler et ils contiennent des informations inédites qui vont changer tout ce qu'on croyait savoir du Troisième Reich. C'est carrément une partie de l'histoire avec un grand H qui est à réécrire. C'est complètement fou, oui, sauf que l'auteur de ces carnets n'est pas le terrible dictateur, mais un petit escroc qui a monté l'une des arnaques les plus extraordinaires du XXe siècle. Voici l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Konrad Kouyo est né le 27 juin 1938 en Saxe d'une famille modeste de 5 enfants. Le père de Konrad était un cordonnier très favorable à l'idéologie nazie qui a élevé ses enfants dans le culte d'Adolf Hitler. Au décès du père de Konrad en 1944, toute la famille se retrouve sans le sou. La mère est incapable de subvenir aux besoins de ses 5 enfants et elle est obligée de les abandonner à l'orphelinat. Le petit Konrad Kouyo est un bon élève et il a notamment un don pour l'art et le dessin, mais malheureusement, faute d'argent, il ne peut pas continuer sa scolarité après l'adolescence. À 16 ans, il entre donc dans le monde du travail en commençant par un stage chez un serrurier, puis il va enchaîner les petits boulots manuels, peintre dans le bâtiment, ouvrier, artisan de chantier, puis serveur, jusqu'à être soupçonné d'avoir volé l'électrophone du club dans lequel il travaillait en 1957 et être renvoyé. Il part donc se réfugier à Berlin-Ouest chez un oncle qui le met presque aussi vite à la porte. C'est alors que Konrad Kouyo commence une vie de petite délinquance. Il est fréquemment arrêté durant les années qui vont suivre pour des vols et des escroqueries et va faire plusieurs passages en prison. C'est au début des années 60 que Kouyo rencontre Edith Lieblang qui deviendra par la suite son épouse. Ensemble, ils ouvrent un bar dancing et tout aurait pu rentrer dans l'ordre à ce moment-là, mais étrangement, Konrad Kouyo commence à se créer un personnage. Il s'invente une vie et un passé surtout. Il dit s'appeler Peter Fischer et s'être fait persécuter par la Stasi. Ces mensonges, à l'époque, n'ont pas d'autre but que de l'amuser et j'imagine d'attirer l'attention et la sympathie, mais tout ça, ce n'est que le prémisse de la suite. En 1963, le couple est obligé de fermer le dancing qui ne fonctionne pas suffisamment et Konrad reprend ses activités illégales. Et c'est dans ces années-là qu'il va commencer à faire pour la première fois des faux documents. Il se fait d'ailleurs attraper pour ça et va refaire un passage en prison. Et puis à sa sortie, Kouyo commence à proposer de nouveaux services. Il se met à peindre des tableaux dans lesquels il propose de montrer ses clients sous un jour particulièrement flatteur dans des scènes de guerre. C'est un petit peu un ancêtre de Photoshop pour ceux qui avaient envie d'épater la galerie quoi. Ce type de tableau-là connaît un succès fou et il parvient à les vendre près de 2000 Deutschmark l'unité, ce qui était une somme vraiment énorme pour l'époque. En 1970, Kouyo fait une découverte en rendant visite à sa famille en RDA, en Allemagne de l'Est, pour augmenter encore plus ses revenus. En fait, il remarque qu'il y a plein de personnes qui ont conservé chez eux des reliques de l'époque nazie, que ce soit des costumes, des décorations ou même des armes. Et ça, eh bien, c'est très recherché par certains collectionneurs de l'Allemagne de l'Ouest qui avaient probablement des affinités avec l'idéologie nazie. Alors, bien évidemment, ce commerce-là, il est illégal, hein. Ce sont des objets prohibés en RFA, mais c'est justement ce qui leur donne finalement autant de valeur. Alors, Konrad Kouyo commence à ramener des objets en leur faisant passer le rideau de fer, qui était censé être une frontière extrêmement surveillée, mais étrangement, lui n'a jamais tellement été inquiété par les douaniers. Alors, est-ce qu'ils fermaient les yeux parce qu'ils avaient été payés? Est-ce qu'ils se sont fait entourlouper? On ne le sait pas. Et puis, eh bien, une fois arrivés en Allemagne de l'Ouest, ils les revendaient 10 fois leur prix.
Les affaires marchent très bien pour Kuyo et sa femme. Conrad s'est fait un bon petit réseau d'anciens fidèles nazis qui lui achètent toutes ses reliques les yeux fermés. Il y a tellement d'objets qui s'entassent dans l'appartement du couple qu'Edith finit par s'agacer et menace Conrad de le quitter s'il ne trouve pas une solution, et du coup il va carrément ouvrir une boutique pour stocker toutes les reliques. Et puis, comme ça ne suffit pas, et je pense par goût pour la plaisanterie, ou pour le risque peut-être, Conrad Kuyo va commencer à faire des faux certificats pour accompagner certains des objets qu'il vend. Parce que vendre un casque nazi pour un certain prix, c'est pas mal pour lui, mais si par hasard un certificat venait authentifier le fait que ce casque, eh bien, il a été porté lors de la Première Guerre mondiale par le Führer en personne, Adolf Hitler, bah évidemment il peut le revendre genre 100 fois plus cher. Et c'est comme ça que petit à petit, Kuyo se met à associer la vente de reliques nazies à la création de faux documents. Et vraiment, ça marche extrêmement bien, malgré le fait que ces imitations soient assez grossières. Kuyo ne se donnait pas tant de peine que ça, hein. Il prenait du papier basique, il le froissait, il l'abîmait un petit peu, le trempait dans du thé pour le faire jaunir, puis il écrivait dessus sans vraiment s'appliquer, il faisait des fautes d'orthographe, des erreurs de chronologie. Mais comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Les acheteurs n'y voyaient que du feu. Pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'ils avaient envie d'y croire, hein. C'était des vieux nostalgiques du nazisme. Et puis en plus, ils n'allaient certainement pas prendre le risque de faire expertiser leur achat, parce que c'était du trafic illégal et qu'ils le savaient pertinemment. Conrad Kuyo aurait pu en rester là, mais comme ses affaires marchent super bien, que personne ne remet en cause l'authenticité de ses marchandises, il passe encore à la vitesse supérieure et il va se mettre à produire des faux tableaux prétendument peints de la main d'Hitler lui-même. Il faut dire qu'Hitler a énormément peint toute sa vie, vous le savez probablement, il avait tenté de faire carrière dans l'art à la base. Et comme Kuyo est un faussaire assez talentueux, c'est facile pour lui de créer plein de dessins et de peintures et de les faire passer pour des œuvres originales du Führer. Il va même parvenir à vendre les deux originaux de Mein Kampf qu'il recopie à la main, même si en réalité ces ouvrages ont directement été tapés à la machine, mais ça Kuyo l'ignorait et son acheteur aussi visiblement. Et même pousser le vice jusqu'à rédiger lui-même un 3e volume soi-disant inédit de Mein Kampf, et là encore, il parvient à le vendre facilement à un collectionneur crédule. On est en 1978, Conrad Kuyo s'est exercé à imiter l'écriture d'Hitler depuis un moment déjà lorsque lui vient l'idée de créer le journal intime du dictateur. Alors cette idée, elle ne vient pas complètement de nulle part en fait. En 1945, lorsqu'Hitler a été obligé de constater qu'il avait perdu la guerre, ses proches ont déclenché l'opération Seraglio, qui consistait à évacuer plein de personnes, mais aussi de documents de son bunker. Et l'un de ces avions, à bord duquel il y avait 16 personnes, transportait plusieurs malles qui contenaient beaucoup de documents personnels appartenant à Hitler. Or cet avion, il s'est écrasé près d'un petit village après avoir probablement été abattu par un tir des Américains. Officiellement, tout a brûlé après l'accident et Hitler aurait été très affecté en l'apprenant. L'un de ses généraux a rapporté l'avoir entendu dire « Dans cet avion se trouvaient toutes mes archives personnelles. Celles qui devaient témoigner de mon action devant la postérité et me rendre justice, c'est une catastrophe. » Voilà donc d'où est venue la rumeur selon laquelle certains documents auraient été sauvés des flammes et conservés dans le plus grand secret pendant des décennies. Et donc, évidemment, les fameux carnets d'Hitler étaient devenus une sorte de légende, de Graal pour les collectionneurs nazis. En fait, il est même probable que Kuyo avait déjà commencé à écrire les carnets et à en parler à certains de ses plus fidèles acheteurs avant même d'avoir connaissance de ce crash d'avion, mais que ce seraient les collectionneurs excités à l'idée d'avoir enfin retrouvé ces reliques qui lui auraient eux-mêmes parlé de l'accident et soufflé la meilleure idée possible pour expliquer leur provenance. Bref. À la fin de l'année 1979, la rumeur de l'existence de ces carnets commence à circuler de plus en plus dans le milieu secret des collectionneurs. Kuyo, qui utilise désormais son pseudonyme de Fischer, a accepté de le montrer à Stiefel, qui est son meilleur client. Ce dernier, qui a acheté énormément d'objets à Conrad Kuyo, fait une confiance aveugle à son fournisseur. Plusieurs mois plus tôt, il a fait expertiser sa collection par un expert, Auguste Prissac, qui s'est totalement laissé berner par les contrefaçons de Kuyo.
Prissac a contemplé les objets exposés dans la pièce pendant quelques instants, puis il s'est tourné vers nous et a dit d'une voix solennelle que la collection qu'il avait sous les yeux était d'une importance historique primordiale. Ensuite, il a montré du doigt une aquarelle et a dit « J'ai eu entre les mains ce tableau en 1936 ». À ce moment, j'ai compris à quelle sorte d'expert j'avais affaire. C'était une aquarelle que j'avais terminée à peine 10 jours auparavant. Par la suite, toute la collection sera à nouveau soumise à l'expertise d'un historien spécialiste allemand d'Hitler qui lui aussi confirmera l'authenticité des faux produits par Couillot. C'est après tout ça que l'information va, comme je vous le disais, circuler dans le milieu et tomber dans les oreilles d'un journaliste du Stern, Heidemann. Mais à ce stade, il a encore très peu d'informations. Il a seulement entendu parler d'un certain Fischer qui tiendrait une boutique à Stuttgart. Ça va lui prendre près d'1 an pour remonter jusqu'à Couillot, qu'il rencontre finalement en janvier 1981. Alors je vais faire une petite parenthèse dans l'histoire pour vous présenter Gerd Heidemann, qui était un sacré personnage lui aussi. C'était un reporter qui travaillait pour le Stern depuis 1951, mais il avait une méthode de travail assez particulière. En fait, c'était quelqu'un qui travaillait vraiment sur le terrain, qui était super investi, qui accumulait énormément d'éléments. Sauf que sa technique à lui, c'était d'infiltrer les réseaux sur lesquels il enquêtait et de devenir ami avec les gens pour pouvoir collecter le plus d'informations possible. Mais en général, en chemin, il se perdait et il se liait réellement d'amitié avec les gens. Ce qui fait qu'il devenait incapable de prendre le recul nécessaire pour ensuite écrire de bons articles. C'était toujours ses supérieurs qui au bout d'un moment étaient obligés de lui dire de s'arrêter et ils étaient obligés de récupérer toutes les photos et tous les documents qu'il avait collectés pour les donner à un autre journaliste qui lui écrivait, si bien qu'Heidemann n'a jamais pu rédiger ou signer un article de son nom. Durant le courant des années 70, il avait infiltré le milieu nazi, il était carrément devenu l'amant de la fille de Göring et comme il s'était ruiné, il s'était mis à revendre des reliques lui aussi. Donc c'est de cette manière qu'il était entré dans le cercle des collectionneurs des reliques nazies. Le problème, c'est que le Stern, c'était plutôt un journal de gauche, donc les patrons d'Heidemann, ils étaient assez agacés par l'obsession du journaliste pour le nazisme et il lui avait interdit de travailler sur quoi que ce soit en rapport avec le Troisième Reich, Hitler, etc. Bref, en 1981, quand Heidemann rencontre Konrad Couillot, il n'a pas du tout l'approbation de ses supérieurs, mais il va lui faire croire tout le contraire. Il lui dit carrément que le Stern veut acheter les carnets pour la somme de 2,5 millions de Deutsche Mark, soit environ 1,8 million d'euros actuels. L'offre est évidemment très alléchante pour Couillot qui accepte à une condition, que son anonymat soit absolument garanti car il prétend n'être qu'un intermédiaire et que les carnets sont en fait en possession de son frère qui est toujours en Allemagne de l'Est et dont la vie serait en danger si jamais tout ça venait à se faire savoir. Une fois cet accord passé, Heidemann devait encore convaincre ses supérieurs au journal d'accepter d'acheter les carnets à ce prix et à ces conditions. Comme il sait bien que c'est peine perdue, il va décider de s'adresser directement aux dirigeants de la maison mère du Stern, parce que, comme très souvent, un média n'est pas indépendant, il appartient à un plus gros groupe. Auprès d'eux, le journaliste parvient à les convaincre qu'il a dégoté le scoop du siècle, il parvient même à leur faire accepter de ne pas en parler à l'équipe du Stern pour l'instant, pour pouvoir les court-circuiter jusqu'au dernier moment. Heidemann négocie dur et parvient à se faire attribuer près de 3 millions de Deutsche Mark pour l'achat des carnets, soit une belle marge pour lui, et puis une voiture de fonction. Pendant les 2 ans et demi qui vont suivre, Konrad Couillot va délivrer les carnets au compte-gouttes à raison d'environ un carnet toutes les 2 semaines. Et de son côté, le journaliste Heidemann essaye d'augmenter sa marge en mentant à ses patrons. Il va leur dire que les douanes ont renforcé les contrôles, donc c'est plus difficile et plus coûteux de les faire passer les carnets depuis l'Allemagne de l'Est. Durant l'été 1982, c'est carrément des nouveaux carnets qui auraient été retrouvés, etc. etc. Au final, c'est près de 9,3 millions de Deutsche Mark qui seront déboursés par la maison mère du Stern pour l'acquisition d'une 60aine de carnets. Et sur cette somme, près des 2/3 sont en réalité détournés par le journaliste Heidemann qui flambe tout en voiture de luxe, en un gigantesque appartement, en meubles, en bijoux. Il va faire retaper un yacht nazi, bref, il s'offre une vie indécente.
Quant au faussaire Couillot, de son côté, il n'est pas à plaindre non plus, lui aussi s'est acheté un très bel appartement dans lequel il fait vivre sa maîtresse, qu'il comble de cadeaux. À la fin de l'année 82, l'équipe de la direction du Stern, qui a finalement été mise au courant de l'acquisition des carnets, a peur de se faire voler le scoop et de deux qu'on les accuse de retenir des informations historiques extrêmement importantes parce que les rumeurs se font de plus en plus persistantes sur l'existence d'un journal intime d'Hitler. Donc ils se disent il faut vite commencer à les publier même si on les a pas encore tous et avant de les publier ils se disent qu'il faudrait peut-être faire expertiser ces carnets quand même. Ils vont d'abord faire appel à 2 experts de la police scientifique, sauf qu'ils n'ont pas envie d'en dire trop sur les documents qu'ils possèdent, alors ils ne leur fournissent que quelques pages photocopiées des carnets, ce qui va empêcher les experts de voir qu'il s'agit d'un papier artificiellement vieilli. Et puis ils fournissent pour comparer les écritures des extraits de plusieurs ouvrages de la main d'Hitler dont la majorité sont en fait issus d'une collection privée composée des faux réalisés par Konrad Couillot. Alors évidemment, les conclusions des experts sont que les documents soumis sont bien authentiques. Ensuite, le Stern fait appel à un autre expert, le professeur et historien Hugh Trevor Roper, qui avait travaillé en 1945 avec les services du renseignement et qui avait écrit un ouvrage de référence sur la fin de la vie d'Hitler. Le journal l'invite donc à venir à Zurich où étaient stockés les carnets et les divers documents achetés à Couillot. On l'amène dans une pièce remplie des carnets, de papiers, des peintures soi-disant signées d'Hitler et en gros on lui dit voilà, on a déjà fait des analyses, les graphologues ont confirmé que c'est bien l'écriture d'Hitler, les analyses chimiques ont confirmé que les documents datent bien des années 40, tout ce que vous voyez a été récupéré sur les lieux du crash de l'opération Seraglio. Est-ce que vous aussi, vous pouvez confirmer de l'authenticité de tout ça ? Trevor Roper ne parle pas et ne lit pas l'allemand, donc on va juste lui traduire quelques phrases dans un carnet. On lui affirme que toutes les analyses faites avant sont bonnes, même si c'est un énorme mensonge. Bon, en gros, il se dit c'est impossible que quelqu'un puisse produire autant de faux documents, ça paraît complètement invraisemblable, et donc il accepte d'écrire un article sérieux pour le Times dans lequel il parlera des carnets. À partir de là, le Stern se dit que tout est bon, ils ont la validation des experts, donc c'est le feu vert pour commencer à vendre les droits à l'international, et c'est ce qu'ils font avec plusieurs gros groupes de presse sur le marché américain, anglais, français, italien, espagnol, etc. Et dans la foulée, le 22 avril 1983, ils annoncent officiellement au monde qu'ils détiennent bien le journal intime d'Hitler et qu'ils s'apprêtent à le publier. Sauf que cette annonce, elle suscite beaucoup de réactions de la part d'historiens et d'experts du sujet qui sont assez sceptiques et qui disent genre c'est quand même bizarre, est-ce que vous êtes sûr de votre coup? Parce que Hitler déjà, il détestait écrire, donc remplir une 60aine de carnets à la main, ça semble peu probable. Et puis aussi, il y a peu de chances qu'il ait beaucoup écrit après 1942, parce qu'il était atteint de la maladie de Parkinson et sa main tremblait de plus en plus. Donc un journal intime écrit pendant toute la durée de la guerre jusqu'en 1945, vraiment c'est suspect. Entre-temps, Trevor Roper, l'expert qui avait accepté d'écrire un papier et de confirmer l'authenticité des documents, il commence à avoir des doutes aussi. Et puis surtout, il a fait la rencontre d'Heidemann et il a un petit peu déchanté. Le journaliste était complètement ivre, il lui a exprimé son obsession pour Hitler et plusieurs dictateurs et il l'affabule très visiblement. Alors le 25 avril, le Stern donne une conférence de presse assez malaisante puisque autant la direction du journal semble hyper enthousiaste et excitée des révélations qu'il s'apprête à publier, autant les experts dont Trevor Roper fait partie ne semblent plus vraiment convaincus. Il y a même un autre historien, David Irving, qui débarque pendant la conférence de presse et qui pointe du doigt des gros problèmes de crédibilité dans les carnets. Bref, le Stern se retrouve vraiment dans l'obligation de refaire des expertises, je pense avec quand même sincèrement l'espoir de prouver leur bonne foi, mais malheureusement, le réexamen des carnets va cette fois révéler la supercherie au grand jour, et je peux vous dire quelle supercherie. On se rend compte que tous les carnets sont faux, qu'ils sont inventés de toutes pièces, et que ce sont, en plus, des contrefaçons de très mauvaise qualité.
Comme je vous l'avais dit, Konrad Kouyo n'avait pas mis énormément d'efforts à ce travail. Il avait acheté un lot de carnets dans un supermarché, il les avait un petit peu abîmés en les trempant dans du thé et en les frappant contre son bureau pour leur donner un côté un peu abîmé. Ensuite, il avait utilisé une encre bas de gamme diluée à l'eau pour écrire et le texte était vraiment repompé d'ouvrages sur Hitler, ouvrages qui comportaient eux-mêmes des approximations historiques. Kouyo avait même par moments écrit des passages de lui-même qui étaient vraiment ridicules ou qui correspondaient pas du tout à la personnalité d'Hitler, comme par exemple « À la demande d'Eva, je me suis soumis à des examens médicaux approfondis. Les nouveaux médicaments que je prends me donnent de violentes flatulences et d'après Eva, une mauvaise haleine. » Ou encore « Certaines mesures prises contre les juifs vont trop loin. Brûler des livres en public était une mauvaise idée de Goebbels. » Le pire, je crois, c'est que pour customiser un petit peu les carnets, Konrad Kouyo avait pris des sortes d'autocollants dorés de lettres gothiques pour mettre les initiales AH sur le devant des carnets. Mais en fait, il s'était trompé et il avait mis FH et personne, que ce soit les collectionneurs de reliques, les journalistes ou les experts, ne l'avait remarqué. Enfin, vraiment, quand je vous dis que c'était une énorme farce cette histoire, mais c'est pas terminé. Donc là, tous les éléments de preuve arrivent et le journal du Stern est obligé de se rendre à l'évidence. Ils se sont fait complètement avoir, ils ont payé plus de 8 millions de Deutschmark pour une totale escroquerie et en plus, ils passent pour des guignols aux yeux du monde entier. Ils n'ont même pas eu le temps de publier un communiqué officiel que le gouvernement allemand a décidé de diffuser un message à la télévision qui disait « Non seulement les carnets ne sont pas authentiques, mais il s'agit de faux grotesques, du travail médiocre d'un copiste aux capacités intellectuelles limitées. » Voyant ce message à la télévision, Konrad Kouyo prend sa femme et sa maîtresse et il se sauve en Autriche pour se cacher, sauf que c'était sans compter l'ego de Kouyo qui apprend par la presse, peu de temps après, l'énorme pactole que le journaliste Heidemann s'est fait sur son dos. Alors il décide de se rendre à la police et de faire tomber Heidemann avec lui en leur disant que le journaliste savait depuis le début que les carnets étaient des faux. Heidemann est arrêté le soir même et leur procès, qui s'ouvre en 1984, vire à la comédie. Le journaliste et le faussaire s'insultent l'un l'autre de menteurs. Ils inventent des histoires abracadabrantesques. Tout ça va faire énormément rire le public, mais par contre du côté de la justice, on parvient pas vraiment à déterminer qui est le réel fautif dans l'histoire. Finalement, le 8 juillet 1985, le verdict est rendu, Gerd Heidemann est condamné à 4 ans et 8 mois de prison et Konrad Kouyo à 4 ans et 6 mois. On estime que les torts sont partagés, mais que c'est surtout la faute du Stern d'avoir été aussi négligent dans l'affaire. 2 des rédacteurs en chef du Stern se sont fait renvoyer à la suite du scandale, alors qu'ils n'étaient pourtant pas les plus gros responsables, puisque depuis le début, ils se méfiaient d'Heidemann et ils étaient contre le fait qu'il s'implique dans des affaires en rapport avec le nazisme. Par contre, les 2 principaux actionnaires de la maison mère, eux, ne furent pas sanctionnés et restèrent à la direction. En 1987, Kouyo et Heidemann sont tous les 2 sortis de prison. Le journaliste a été accusé un petit peu plus tard d'avoir travaillé avec la Stasi dans les années 50 pour fournir des données sur l'armement atomique. Endetté, ne pouvant plus retravailler comme reporter, il s'est installé dans un petit appartement à Hambourg où il est toujours selon les dernières sources et reste visiblement persuadé qu'Hitler avait bel et bien tenu un journal intime. Konrad Kouyo, de son côté, s'est délecté de sa réputation sulfureuse. Il a ouvert une galerie d'art à Stuttgart dans laquelle il s'est mis à vendre ses vrais faux tableaux, des copies d'Hitler, mais aussi d'autres artistes comme Miro, Monet, Rembrandt. Et chacune de ces toiles était doublement signée, une fausse signature de l'artiste copié et sa propre signature. Grâce à sa notoriété, son business a très bien marché et il a été invité sur de nombreux plateaux télévisés. Ça ne l'a quand même pas empêché de continuer dans la délinquance puisque il a été arrêté à la fin des années 90 pour du trafic de faux permis de conduire, ce qui montre bien, je trouve, cet aspect de sa personnalité. J'ai absolument aucun doute sur le fait que Kouyo devait avoir un côté vénal, mais j'ai l'impression que ça allait au-delà et qu'il y avait presque une compulsion à flirter avec l'illégalité. Pourquoi ça, j'en sais absolument rien. Est-ce qu'il était en recherche d'adrénaline?
Est-ce qu'il avait un problème un peu narcissique et qu'il se croyait plus malin que les autres? Peut-être qu'il était même physiquement incapable de se mettre des limites, qu'il en voulait toujours plus. Je sais qu'il y a certaines personnes qui présentent des pathologies, notamment quand ça touche au lobe frontal, qui sont vraiment physiquement incapables de s'arrêter à temps et qui vont compulsivement dépenser de l'argent, parier, et donc peut-être qu'il présentait quelque chose de similaire, franchement je ne sais pas. Couillot est finalement décédé en septembre 2000 d'un cancer du larynx. En 2004, le dernier volume du faux journal intime d'Hitler a été vendu aux enchères à Berlin à un collectionneur pour la somme de 6 400 €, tandis que le reste des carnets a été donné en 2013 par le Stern aux archives allemandes pour servir à l'histoire du journalisme. Voilà en gros pour l'histoire des carnets d'Hitler. J'ai essayé de vous résumer cette histoire parce qu'en vrai il y a bien plus de petits détails, mais j'avais envie juste de vous raconter l'affaire dans sa globalité dans une vidéo un petit peu plus légère que ce qu'on a pu faire précédemment. Je vous avais dit que j'avais besoin de trouver un sujet un petit peu plus fun entre guillemets, et typiquement les histoires comme celle-ci, je trouve que c'est celles qui me font un petit peu sourire. Parce que, si vous voulez, les histoires de gens qui se font arnaquer en soi, c'est pas spécialement drôle. Mais là, c'est quand même très particulier parce que finalement, c'est que des personnes un peu pourries qui s'arnaquent les unes les autres. Et il y a pas vraiment de victimes ni de vainqueurs dans l'histoire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, moi ça me fait un petit peu penser au côté assez jouissif qu'on retrouve dans Fargo, que ce soit le film des frères Cohen ou la série qui en a été dérivée. Si vous avez pas vu ni le film ni la série, je vous les conseille vraiment énormément. Et je sais pas, il y a un côté extrêmement plaisant à ce genre d'histoire où il y a que des personnes assez mal intentionnées qui s'en prennent les unes aux autres. Moi personnellement je me délecte de ce genre d'histoire et voilà, j'avais très envie de vous la partager parce que je trouve que c'est quand même une affaire absolument incroyable que je connaissais pas spécialement personnellement, alors que je trouve que c'est quand même l'une des histoires d'arnaque les plus incroyables de ces dernières années. Et par exemple, on entend tout le temps parler de l'histoire du gars qui a vendu la Tour Eiffel, mais celle-là, je la trouve un peu dans le même style, mais voire encore plus incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, peut-être que vous la connaissez déjà, je sais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment en m'écoutant dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.